Bienvenue à la première leçon du cours de phytopathologie concernant la terminologie relative aux maladies des plantes. À la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable d'expliquer certains termes spécifiques à la discipline et de réaliser une typologie des maladies des plantes en fonction des critères choisis. En introduction, nous dirons que les plantes jouent un rôle important dans la nutrition humaine, soit directement à partir des récoltes, soit après transformation par l'industrie. En outre, elles contribuent à la santé humaine et à travers les plantes médicinales, et également aussi au maintien de l'équilibre écologique. Face à cette importance, la santé des plantes représente un enjeu capital. Malheureusement, de nombreux facteurs contribuent à la détérioration des plantes. Nous avons des invertébrés comme des insectes, ou aussi des nématodes comme ici nous verrons des galles sur les racines. Mais il y a aussi des vertébrés nuisibles comme des rats et des oiseaux. Et cette science qui s'en occupe est la zoologie agricole. Également, des mauvaises herbes ou des plantes indésirables dans un espace donné peuvent constituer une contrainte et leur étude est la malébologie, comme ici des mauvaises herbes dans une bananeraie. Outre tous ces agresseurs, nous avons aussi des facteurs ou des agents responsables des maladies. Et la science qui s'en occupe est la phytopathologie. La phytopathologie est donc une science signifiant étymologiquement le discours sur les souffrances des plantes. Elle est également intitulée pathologie des plantes. Quels sont les fondements de cette science? Elle s'appuie sur plusieurs disciplines, notamment la botanique, la génétique, l'écologie, la microbiologie, la biologie moléculaire, la génomique, la biochimie, la physiologie végétale, pour ne citer que ces disciplines-là. Après avoir défini la phytopathologie, quel est son champ d'action ou son objet? D'abord, l'identification des causes des maladies, à savoir l'étiologie. Ensuite, la description des symptômes, la symptomatologie, l'étude de la répartition spatiale et temporelle des maladies, qui est l'épidémiologie ou encore les facteurs contribuant au développement et à la propagation des maladies. Et enfin, l'interaction entre la plante et le parasite. En fait, il s'agit du dialogue à l'échelle moléculaire, cellulaire ou autre compartiment entre la plante et l'agresseur, à l'issue duquel il pourra avoir une compatibilité ou non. Quel est alors l'objectif de la phytopathologie? L'objectif de la phytopathologie, c'est de proposer des moyens de lutte, préventifs ou curatifs, en vue de freiner ou d'arrêter l'évolution de la maladie. Cependant, cet objectif peut être aussi pris comme un objet, car il y a des thématiques liées à la synthèse de substances actives contre les agents phytopathogènes en phytopharmacie, également des travaux en lien avec l'amélioration variétale des plantes et aux pratiques agricoles réduisant l'effet des maladies. Seront exclus de la phytopathologie les ravageurs et les parasites animaux, sauf les vecteurs des agents de maladie. Dans ce cas, certes, ils ne sont pas des agents pathogènes, mais ils contribuent à l'établissement de la maladie. En étudiant les facteurs épidémiologiques, ils seront pris en compte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Je vous laisse encore le temps de répondre pendant quelques secondes. Vous pouvez appuyer pause. Une maladie, parmi plusieurs définitions, retenons celle-là, qui consiste à dire qu'une maladie de plante est un trouble dans le métabolisme entraînant un déséquilibre des activités cellulaires d'une plante. Quels sont les différents types de maladies de plantes qu'on peut observer? En fonction des critères choisis, nous aurons une typologie précise. Ainsi, sur la base des symptômes, on pourra avoir notamment des maladies dites à pourriture racinaire, des flétrissements, des taches foliaires. En fonction des types de plantes affectées, nous aurons des maladies des plantes céréalières, des maladies des plantes maraîchères, des maladies des plantes forestières. En fonction également des types d'organes affectés, on pourra avoir des maladies racinaires, des maladies des tiges, des maladies foliaires. Un autre critère également, en fonction des agents responsables, à savoir les agents causaux des maladies, nous aurons des maladies abiotiques et les maladies biotiques. Ce dernier critère donne un avantage très significatif, car il permet d'avoir des orientations pour l'identification de l'agent causal. Mais une maladie biotique, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie causée par des agents biotiques, c'est-à-dire des agents vivants qui sont capables de se reproduire. Ces agents sont qualifiés d'agents infectieux car ils envahissent l'hôte et s'y multiplient. Ils ont aussi un caractère contagieux car ils se transmettent d'une plante infectée à une plante saine. Quels sont les agents responsables des maladies biotiques ou infectieuses? Nous avons les agents subcellulaires
ou ennemis moléculaires qui n'ont pas d'appareil de synthèse des protéines et dépendent des structures moléculaires de leur hôte pour leur multiplication, les virus et les viroïdes. Nous avons ensuite les agents cellulaires qui se multiplient aux dépens de l'hôte en utilisant leur propre appareil de biosynthèse. Ce sont notamment les bactéries, les phytoplasmes et les phanérogames parasites, ainsi que les champignons. Certains agents biotiques tirent l'essentiel de leur existence vitale sous forme de nourriture des plantes hôtes. Ce sont des parasites. Et les rapports liant le parasite à son hôte définissent le parasitisme. Selon le mode de trophie et de degré de parasitisme, on définira 3 groupes d'agents biotiques. Les parasites obligatoires, qui sont des organismes ne pouvant croître qu'en obtenant leur nourriture d'une association continue avec un autre être vivant. C'est l'exemple des virus. Nous aurons aussi les parasites non obligatoires ou parasites facultatifs. Ce sont des organismes qui sont habituellement saprophytes, mais qui peuvent se développer aux dépens de tissus vivants. En d'autres termes, ce sont des organismes qui passent du stade de parasite au stade de saprophyte et inversement, lorsque parviennent des conditions meilleures d'existence. C'est le cas de nombreux champignons et bactéries. Le troisième groupe, ce sont les saprophytes pathogènes. Ce sont des organismes naturellement saprophytes, mais qui peuvent être nuisibles par leur sécrétion toxique qu'ils diffusent à distance, atteignant et perturbant des organes sains. Et les maladies abiotiques? Quelle différence avec les précédentes? Elles sont causées par des agents qui ne peuvent pas se reproduire. En outre, ce sont des facteurs non transmissibles. Ces maladies sont également désignées sous le nom de désordres physiologiques ou encore maladies non infectieuses ou non parasitaires. On y regroupe l'ensemble des facteurs climatiques et édaphiques, ainsi que les polluants ou mauvaises pratiques agricoles dues aux actions de l'homme. Comme nous venons de le voir, les causes de ces maladies sont d'origine externe. Il s'agit des différents paramètres ou facteurs biotiques ou abiotiques de l'environnement. Cependant, dans quelques cas, les causes des maladies peuvent être d'origine interne. Il s'agit des modifications du génome de la plante dues à des mutations ou à des transformations génétiques, comme des tumeurs. Ces modifications sont désignées sous le thème de maladies génétiques. Que peut-on retenir de cette première leçon relative à la terminologie en pathologie végétale? La pathologie végétale est une composante de la santé des plantes. Par conséquent, la compréhension de cette discipline nécessite une appropriation de certains thèmes spécifiques, notamment l'objet, l'objectif, la maladie. Dans la suite de ce cours, nous parlerons des symptômes ou anomalies présentées par les plantes. Merci de votre attention.